On continue cette deuxième journée donc, des rencontres de l'avenir avec là encore un sujet un petit peu lourd. Voilà. Il n'y a pas que des sujets fun comme la ville de demain, bien sûr. Et c'est vrai que c'est un sujet récurrent dans vos journaux, à la télévision, depuis des décennies, bien sûr, les tensions au Proche et au Moyen-Orient. Sauf que quand je parle de tensions, cette fois, il s'agit d'une véritable guerre, spécialement donc, depuis les attaques terroristes menées par le Hamas contre les civils israéliens le 7 octobre 2023, suivi quelques jours après de répliques du Hezbollah venu du Liban contre les populations du nord d'Israël. Et vous connaissez la suite, bien entendu, vous la suivez, c'est Tsahal, l'armée israélienne, donc, qui envahit la bande de Gaza pour poursuivre les combattants du mouvement terroriste, rechercher les otages. L'armée israélienne qui bombarde massivement le minuscule territoire, touchant évidemment malheureusement les populations civiles palestiniennes. L'armée israélienne qui depuis aussi a éliminé les uns après les autres, les chefs terroristes, le dernier étant Yahya Sinwar, le cerveau donc des tueries du 7 octobre. Et puis plus récemment, vous l'avez suivi aussi, c'est Israël, dirigé par le Premier ministre, un Premier ministre très critiqué aussi en interne, on en parlera tout à l'heure avec l'un de nos invités, qui choisit de répondre aux attaques du Hezbollah en rentrant au Liban, en bombardant des quartiers de Beyrouth. L'Iran a envoyé des missiles sur Tel Aviv, sur Israël, laquelle a riposté, vous le savez, il y a 2 semaines. Alors, maintenant, la question, je ne vais pas dire toute simple, enfin en tout cas, la question essentielle qu'il faut se poser, c'est que nous réserve la suite. Bien sûr, ça semble bien incertain, tant... Voilà, les escalades de plus en plus nombreuses chaque jour. Alors, la question, qui de la guerre ou de la paix écrira l'avenir du Proche et du Moyen-Orient? Bon, on va en parler justement avec vous, Ofer Bronstein. Bonjour Ofer. Bonjour. Voilà, prenez le micro. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes cofondateur du Forum international pour la paix qui réunit Israéliens et Palestiniens. Vous êtes israélien et vous avez remis il y a quelques jours au président de la République Emmanuel Macron, après une mission, donc un rapport qui vous avait été commandé sur l'avenir de la paix. On verra dans un instant quelles sont vos conclusions. À vos côtés, il y a Azadeh Kian. Bonjour. Bonjour. Professeur de sociologie à Paris-Cité. Vous êtes franco-iranienne. Et puis à mes côtés, c'est Agnès Levallois. Bonjour. Bonjour Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche méditerranéen Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po, qu'on voit régulièrement aussi sur les télés, qu'on entend également sur les radios. Oui, alors j'ai résumé à ma façon. Je ne sais pas si j'espère avoir été le plus pertinent, le plus juste, le plus honnête, le plus objectif. En tout cas, c'est ce que j'essaie toujours de faire. Les événements récents, en tout cas ceux qu'on vit, je ne dis pas ceux qu'on connaît, mais enfin en tout cas ceux qu'on suit depuis maintenant 1 an, comment est-ce que vous résumeriez les tensions actuelles dans ce contexte post-7 octobre? Les attaques terroristes, bien sûr, et puis la riposte massive de l'armée israélienne. Merci beaucoup. Exercice extrêmement difficile en quelques minutes d'essayer de vous donner quelques points de repère. Effectivement, les massacres menés par le Hamas le 7 octobre 2023 ont provoqué un séisme en Israël, tant la société a été sidérée par l'ampleur de ce massacre et la violence des actions commises par le Hamas, et la riposte israélienne qui a été à la hauteur, si je puis dire, de l'effet de sidération provoqué par ces massacres. On est rentré dans une nouvelle phase de ce Moyen-Orient, du conflit au Moyen-Orient, de ce qui est devenu une guerre au Moyen-Orient depuis 1 an, avec une volonté claire de la part d'Israël de rétablir la dissuasion qui a été évidemment mise à mal par ces attaques du 7 octobre 2023 et qui a été l'élément essentiel pour Israël de montrer que cette dissuasion, il était en mesure de la rétablir puisque ça a provoqué le traumatisme dont on vient de parler. Cette dissuasion s'accompagne d'une forte riposte, d'une violente riposte israélienne, plus de 43 000 morts côté palestinien, après les plus de 1200 morts côté israélien et les otages. Selon quelle source? Je vais tout de suite en parler. Selon les chiffres qui sont donnés par le ministère de la Santé du Hamas, qui
qui, et là c'est un point important à donner, dans tous les conflits précédents, parce que cette guerre à Gaza n'est pas la première, c'est la plus meurtrière, mais ça n'est pas la première. Dans tous les conflits qui se sont déroulés précédemment dans la bande de Gaza, les bilans qui avaient été donnés par le ministère de la Santé se sont révélés juste à l'unité près pratiquement par l'ONU lorsque celle-ci a été en mesure de mener les enquêtes après les guerres. Donc le chiffre qui est donné est sûrement d'ailleurs sous-estimé parce que le ministère du Hamas, de la Santé du Hamas, ne compte que les victimes qui ont été identifiées. Donc on ne parle pas des disparus et des personnes qui sont encore sous les décombres. Juste, l'ONU était l'objectif. Question, réponse courte, parce que voilà, il y a eu quand même les propos du secrétaire général de l'ONU. On a vu des agences de l'ONU qui ont contribué aux attaques également du Hamas. Alors, aussi. Il y a une vraie guerre menée par Israël contre l'ONU, contre les agences de l'ONU, en particulier contre l'UNRWA, qui est l'agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés, qui est une agence qui a été créée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1949 pour apporter secours aux réfugiés, aux Palestiniens qui avaient dû quitter leur maison au moment de la création de l'État d'Israël. Et pour Israël, la permanence de cette agence est un problème parce que ça rappelle en permanence que la question des réfugiés n'est pas réglée, parce que la question palestinienne n'est pas réglée, puisqu'il n'y a toujours pas d'État palestinien. Et Israël, peu de temps après les massacres du 7 octobre, a fait valoir que certains employés de l'UNRWA auraient été partie prenante de ces attaques. Et au nom de cette accusation, je projette une carte aussi en même temps. Voilà, c'est une carte qui vient du monde. Hein, voilà, c'est toujours bien aussi qu'on puisse regarder. Et quand vous allez parler de Gaza, de la Cisjordanie, etc., on l'aura sous les yeux. Hein. Et donc cette agence de l'ONU qui est importante parce que c'est celle qui apporte l'aide humanitaire et médicale aux Palestiniens, aux réfugiés palestiniens, donc est remise en question aujourd'hui par Israël qui veut qu'elle disparaisse. Sauf que si l'UNRWA disparaît, eh bien, il n'y a plus d'aide possible à apporter aux Palestiniens parce que c'est cette agence qui fonctionne depuis 1949 et qui sait comment apporter de l'aide aux Palestiniens. Et donc, Israël a dit qu'il y avait une quinzaine de ses employés. Je rappelle qu'il y a 30 000 employés de l'UNRWA qui travaillent entre Gaza, la Cisjordanie et dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban, en Syrie et en Jordanie. 13 000 travaillent dans la bande de Gaza, que sur les 13 000 employés, qu'il y ait quelques employés qui aient des sympathies pour le Hamas ou qui auraient participé aux attaques, on ne peut pas l'exclure. De là à vouloir faire disparaître l'agence pour autant, ça me paraît un peu excessif, hein, d'autant plus que c'est la seule agence qui est capable d'apporter un minimum de soutien aux Palestiniens. Et surtout, les preuves n'ont pas été apportées par Israël pour un certain nombre de ces personnes. Sur une quinzaine, il reste 7 cas pour lesquels l'UNRWA a demandé les preuves de l'ONU, mais qui n'ont pas été apportées encore par Israël. Et comme vous le savez, Gaza est un territoire sous blocus, donc on ne peut pas rentrer, les journalistes ne peuvent pas rentrer, les observateurs internationaux ne peuvent pas rentrer. Et ni par la terre, ni par la mer, ni par l'Égypte. Nulle part. Et donc, alors, il y a évidemment des missions des grandes ONG comme MSF qui rentrent et qui ressortent. La présidente de MSF était dans la bande de Gaza il n'y a pas très longtemps. Elle y a passé 2-3 jours pour voir comment se passait l'organisation des secours et elle est repartie. Donc la seule chose qui serait importante pour pouvoir démêler le vrai du faux, eh bien, ce serait de permettre l'entrée dans ce territoire de ceux qui seraient en mesure de mener les enquêtes. Donc pour juste finir ce tableau qui est très très rapide, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui la région est au bord du gouffre, s'il n'est pas déjà dedans. La bande de Gaza, le dernier rapport de l'ONU fait état de 70% des victimes de cette guerre sont des civils, femmes et enfants. Et ça, c'est un rapport de l'ONU qui est sorti hier. Une bande de Gaza qui est complètement ravagée, détruite au moins à 80%, et donc un territoire qui est devenu aujourd'hui, au premier sens du terme, invivable, puisque tout est détruit et que l'aide humanitaire ne rentre plus qu'au compte-gouttes. Il y a quelques camions qui rentrent et que l'idée qui a été mise en place, qui consiste à larguer de l'aide humanitaire par les airs, eh bien, il y a des largages de temps en temps qui sont organisés, en sachant que parfois ces largages cause la mort de personnes, parce que si le parachute ne s'ouvre pas, eh bien la palette tombe sur des personnes. Voilà. Donc on est dans une situation humanitaire, risque de famine, c'est l'ONU qui le dit, avec des hôpitaux, sur les 36 hôpitaux, il n'y en a plus que quelques-uns qui fonctionnent et pas à plein régime. Donc aujourd'hui, on est dans une situation humanitaire qui est la pire, une des pires, semble-t-il, au monde. Alors, voilà donc pour le décor planté, voilà,
triste décor, bien entendu, hein, vous nous l'avez expliqué, Agnès Levallois. Ofer Bronstein, le gouvernement israélien a-t-il eu raison d'avancer, d'attaquer pour tenter d'éradiquer le Hamas après les attentats terroristes du 7 octobre? Agnès Levallois nous le disait tout à l'heure, voilà, le Hamas veut la mort d'Israël. Israël a été attaqué. Israël a-t-elle eu raison d'attaquer massivement de cette façon? Merci tout d'abord à la mairie de Saint-Raphaël et à Nicolas, à toi Fabrice de m'avoir invité. Merci à vous d'être présent. J'avais peur hier qu'après la réussite extraordinaire de la conférence de Nicolas Sarkozy, il y aurait moins de monde. Si, il y a du monde. Je suis ravi. Ça passionne tout le monde. Je suis ravi sûr. de vous voir tous. Hmm. Vous savez, le conflit israélo-palestinien me rappelle l'histoire de deux personnes. Mettez bien le micro en face, Ofer. Merci Ça beaucoup. me rappelle l'histoire de deux personnes qui sont en conflit et qui vont voir le rabbin. Le premier, il lui explique pourquoi il n'est pas d'accord avec l'autre, et le rabbin le regarde et lui dit oui, vous avez raison. Le second vient et explique au rabbin pourquoi lui aussi est en désaccord avec le premier, et le rabbin lui dit ah oui, vous avez raison. Il y a le secrétaire du rabbin qui vient le voir, il dit mais comment lui il a raison, lui il a raison. Il dit oui, vous aussi vous avez raison. C'est ça le conflit israélo-palestinien. C'est pas noir, c'est pas blanc, c'est pas manichéen, c'est pas des bons contre des mauvais. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je ne sais plus qui avait dit une fois qu'au Moyen-Orient, il y a 3 genres de leadership. Il y a les mauvais, il y a les très mauvais et il y a les très très mauvais. Et je crois qu'on se trouve dans une situation, je n'aurais pas voulu et je ne veux pas être à la place d'un dirigeant israélien qui doit répondre à l'attaque barbare, inacceptable, inouïe du 7 octobre 2023. Vraiment, il est difficile de décrire ce qui s'est passé, mais c'était d'une barbarie qui est très rare. Et les 240 otages pris par le Hamas, une partie a été libérée. Aujourd'hui, théoriquement, il en reste 104. Je suppose qu'une partie d'entre eux sont déjà morts, mais Israël fait tout ce qu'elle pense nécessaire pour les libérer. La réaction si violente du gouvernement israélien, bien que je m'interdis d'être son porte-parole, elle est due à 2 choses. La première, c'est que Israël, toujours, et ça le Hamas sait très bien, puisque le Hamas connaît très bien Israël et la réalité israélienne, réagit avec une violence extrême à chaque fois qu'il est attaqué. C'est pas nouveau, c'est la façon d'Israël de dire « je suis là, je ne bouge pas et je suis plus fort que vous, n'essayez pas de me provoquer parce que la réaction sera très dure ». Le Hamas le savait. Et je me pose la question pourquoi il continue à ce jour à lancer, quand il le peut, des roquettes envers Israël, sachant très bien que la réaction sera encore une fois terrible pour les pauvres Palestiniens de Gaza. Moi, je pense que le Hamas est l'ennemi du peuple palestinien. Le Hamas, d'ailleurs, avec l'attaque du 7 octobre, n'a pas prétendu venir libérer la Palestine. Il a prétendu venir libérer Al-Aqsa, Jérusalem. Donc sa démarche était religieuse. Le drapeau du Hamas n'est pas le drapeau palestinien, c'est le drapeau vert, c'est le drapeau djihadiste, islamiste. Je rappelle aussi que le Hamas, quand il prend le pouvoir par la violence en 2007, il massacre, il tue d'une façon très très brutale plus de 1000 Palestiniens. Opposants palestiniens. Opposants palestiniens, le Palestinien qui était au pouvoir, du Fatah et de l'OLP, pour prendre le pouvoir. Je rappelle que chaque fois qu'un Palestinien est suspecté d'être en relation avec les autorités israéliennes, il est torturé et tué. Donc le Hamas, ce n'est pas, comme voudraient le prétendre certains, des militants ou des guerriers de la liberté. Je pense que c'est les ennemis majeurs du peuple palestinien qui méritent beaucoup plus que le Hamas. La deuxième raison pour laquelle je pense que le gouvernement israélien et l'armée israélienne
ont réagi avec tant de virulence, tant de violence, et qu'il ne faut pas oublier, le 7 octobre, il y a eu cette attaque barbare du Hamas, mais il y a eu une défaillance sécuritaire de la part d'Israël qui est énorme. Une des armées les plus fortes du monde, un des services de renseignement les plus puissants du monde, paraît-il, un service de cyber, un des meilleurs du monde. Et puis voilà, 6h30 du matin, ou 6h du matin, 3000 personnes, une partie d'entre eux en mobilette, traversent la frontière et pendant des heures, massacrent des femmes, des hommes et des enfants sans que l'armée israélienne ne réagisse. Un, elle n'a pas vu venir, et deux, elle n'a pas pu réagir à temps pour sauver le maximum d'Israéliennes et d'Israéliennes. Donc le sentiment auprès du gouvernement israélien et auprès de l'armée, c'est qu'ils ont failli à leur tâche, ce qui est totalement vrai. J'espère qu'un jour prochain, une commission d'enquête publique, indépendante, sera créée en Israël pour savoir exactement qu'est-ce qui a provoqué cette défaillance sécuritaire énorme, inédite, et qu'on saura exactement la vérité sur ce qui s'est passé. Mais la réaction du gouvernement et de l'armée est de dire vous inquiétez pas, on a failli le 7 octobre, mais maintenant on va vous protéger et on va vous montrer de quoi on est capable de faire. Et d'ailleurs, depuis le 7 octobre, on en parlera après, aussi bien à Gaza qu'au Liban, qu'en Iran, on a vu ce que les Israéliens sont capables de faire. Alors, vous l'avez très bien expliqué, Ofer, justement, la double raison de la virulence, de la violence de l'armée israélienne. Je cite Benjamin Netanyahou, c'était sur CNews et Europe 1 il y a quelques semaines. Il dit « Notre guerre, c'est votre guerre », en s'adressant aux Français, en citant le Bataclan, en citant Nice également. C'était une nécessité pour le gouvernement israélien d'y aller. Vous n'êtes pas juge international, a priori, Agnès Levallois, mais on entend beaucoup de choses. On parle de l'extrême gauche, souvent on parle de génocide. Est-ce que, oui ou non, Israël viole le droit international en étant rentré dans Gaza et en ayant bombardé Gaza pour éliminer les chefs du Hamas? Alors, aujourd'hui, il est clair que l'armée israélienne viole le droit humanitaire international en empêchant l'aide humanitaire et les médicaments et les convois d'aide humanitaire de rentrer dans la bande de Gaza, en visant un certain nombre d'hôpitaux et de centres de soins. Alors, je sais que l'armée israélienne dit que c'est parce qu'il y a des combattants ou des QG du Hamas qui sont en dessous, creusés, et que donc ça justifie les bombardements. Ça a été documenté, ça. Il y a eu... Le problème, c'est que comme on ne rentre pas dans la bande de Gaza, on est soumis aux images de l'armée israélienne et de ce que dit l'armée israélienne. Et on sait bien qu'en guerre, la communication est aussi une arme. Selon votre expérience, puisque vous avez fait tout à l'heure le comparatif avec les chiffres qui avaient été donnés dans le précédent conflit par le ministre de la Santé du Hamas, donc ministre de la Santé d'une organisation terroriste, etc. Qui est des QG, oui, bien sûr. Mais quand l'armée israélienne communique, est-ce qu'en général, c'est avéré, oui ou non? Parce que c'est pas la première guerre. On n'a pas toujours les éléments pour savoir si c'est vrai. Mais qui est des tunnels dans la bande de Gaza? Oui. Qui est des QG du Hamas sous des centres de soins? Oui. Ça a été documenté et on sait que ça existe. Donc ça, c'est une chose. Le droit de la guerre autorise à attaquer si on sait qu'il y a une bonne raison de le faire. Donc c'est effectivement ça qui est mis en avant pour justifier. Maintenant, il y a la question, et une question qui est très subjective, c'est ce qu'on appelle la proportionnalité. Est-ce qu'en attaquant telle cible, avec le risque qu'il y ait des dizaines de civils tués, est-ce que ça rentre dans la proportion acceptée ou non? Et donc là, il va y avoir des débats ensuite par un certain nombre d'observateurs internationaux, je n'en fais pas partie, pour savoir si tout ça est justifié. Ce que l'on sait, c'est que dans certains bombardements qui ont été faits, la proportionnalité n'a pas été respectée, si je puis dire. Que dans certains cas, elle l'ait été aux yeux d'Israël et qu'on l'accepte, oui. Mais vous voyez bien qu'on est dans un débat qui est un débat extrêmement délicat, puisque tout ça est complètement relatif. J'étais un jour sur un plateau avec un ancien chef des renseignements israéliens qui me disait si, bien sûr, l'armée israélienne respecte complètement la proportionnalité. Et vous aurez d'autres, évidemment, qui diront que
quand on voit, et je reprends le chiffre de ce rapport de l'ONU, 70% des victimes sont des civils, on se dit que ça va peut-être un peu loin. Mais ne parlons pas de génocide, on est d'accord. Moi, je n'utilise pas ce terme. Non, bien sûr. Moi, non, certains l'utilisent, députés français, députées européennes aussi, chères à Vous savez, à moi, je Françoise considère Bellamy, que génocide, c'est un terme qui a une définition précise, et seuls les juristes pourront, dont c'est le travail et dont c'est la compétence, pourront établir les faits. Qu'il y ait S'il y avait génocide, il s'attaquerait aussi aux Palestiniens de Cisjordanie occupée aussi. Alors, certains vous diront que ça a commencé, puisque le nombre de morts qu'il y a en Cisjordanie, avec le comportement des colons que plus personne n'arrête parce qu'ils sont soutenus par 2 ministres qui sont au gouvernement. Mais là aussi, moi, je ne préfère pas à ce stade. Vous savez ce qui m'importe et pourquoi j'ai fait le livre noir de Gaza, c'est simplement de mettre noir sur blanc les faits. Parce que je pense qu'il faut qu'on se cantonne aux faits qui sont déjà suffisamment graves pour ne pas aller au-delà. Alors, un mot, et puis juste après, on verra, parce que là, on voit un peu les grands acteurs régionaux. On a vu Israël, on a vu évidemment, si on peut parler de grands mouvements, l'organisation terroriste Hamas. On verra évidemment le rôle de l'Iran, parce qu'évidemment, l'Iran est derrière toutes ces attaques, nécessairement. Un mot à faire, Bronstein, vous faisiez signe. Court. Je vais être provocateur. J'aime beaucoup Agnès, que je connais depuis très très longtemps. On n'avait pas les cheveux blancs, elle et moi, quand on s'est rencontrés. J'étais ravi d'ailleurs à l'époque d'avoir eu la chance de pouvoir l'inviter en Israël et en Palestine. Et je crois que c'était sa première fois. Oh non, non. C'est pas la première fois. En Israël et en Palestine. Bon, alors donc, allez-y, un mot. Mais on a fait de très belles choses. Mais je vais secouer le cocotier. Je vais être beaucoup plus direct que. Je n'ai pas lu le livre d'Agnès, mais d'après ce que je comprends, ces sources d'informations sont certaines. Il y en a d'autres qui vont vous dire qu'elles sont inexactes. Donc aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il faut vraiment vérifier d'où vient l'information pour pouvoir la vérifier. L'autre chose, oui, il y a des moyens de communication, et oui, il y a des médias qui sont rentrés à Gaza, y compris CNN, et n'oublions pas, aujourd'hui, on est dans l'ère de l'iPhone, il y a des citoyens et des citoyennes de Gaza qui documentent ce qui se passe, et on le voit bien, puisqu'on reçoit les images chez nous dans le salon pour voir l'horreur de ce que peuvent vivre les malheureux Gazaouis. Donc on sait ce qui se passe. L'UNRWA n'a plus raison d'exister. L'ONU ne joue plus son rôle. On va parler du Liban. UNIFIL doit rentrer chez lui. Toutes ces organisations internationales nul en français. Doivent être complètement dépoussiérées parce qu'elles ne répondent plus aux besoins des populations, certainement pas au Moyen-Orient, peut-être dans d'autres régions du monde, je ne le sais pas, on n'en parle pas. Encore parler de la tragédie de Gaza, qui est terrible. Je suis de ceux qui ont appelé à un cessez-le-feu, et je le fais tous les jours depuis déjà plusieurs mois. Les citoyens et les citoyennes de Gaza vivent une catastrophe apocalyptique. Il faut que la violence s'arrête pour leur permettre d'avoir un minimum de respirer et de pouvoir peut-être espérer reconstruire leur vie. Et je parlerai du jour d'après, parce que c'est le jour d'après qui m'intéresse. On va en parler après. La guerre se terminera, et j'espère qu'elle se terminera vite. Mais je veux vous dire quelque chose d'autre aussi, un seul élément. On parle de la tragédie de Gaza qui est terrible. 40 000, 43 000, 45 000 ou 38 000, c'est pas important, c'est terrible. La plupart étant des femmes et des enfants, c'est terrible aussi. 70%, 60%, 80%, le chiffre n'est pas vraiment important, c'est exceptionnel. Mais il y a d'autres tragédies aujourd'hui dans le monde. En Somalie, au Congo, au Yémen, presque 1 million d'enfants sont au bord de la famine au Yémen, en Asie. Je me demande parfois pourquoi. Et je ne pense pas qu'elle soit moins catastrophique ou moins difficile à accepter que celle du conflit israélo-palestinien. Donc parfois, je me demande pourquoi on se focalise seulement sur ce conflit-là, qui mérite... Et pourquoi, à votre avis, Ofer, pourquoi ? C'est une bonne question. Vous savez, un grand poète, je crois que c'était Mahmoud Darwish, le grand poète national palestinien que j'admire, avait dit une fois, heureusement qu'on est en guerre avec les Juifs, comme ça on parlera de nous. C'était ce qu'a dit Mahmoud Darwish. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais je vois qu'on s'intéresse énormément au conflit israélo-palestinien, et il mérite notre attention, il mérite notre réflexion, il mérite nos actions, mais qu'on ne s'intéresse pas à d'autres conflits qui ne sont pas moins graves que le conflit israélo-palestinien. Je voyais hier dans le journal
qu'on est au bord de la famine, pas au Cambodge. Soudan. Non, à part le Soudan, à part la Somalie, à part le Yémen. Le Yémen, c'est 1 million d'enfants au bord de la famine. Il y a l'Est de la RDC aussi. Non, en Asie. Bon, on va enchaîner. Il y a d'autres tragédies qui méritent elles aussi notre attention. On parlait des femmes afghanes. Ce matin, il y avait une très bonne conférence avec Chakeba Hachemi. Voilà. Les femmes afghanes, c'est 13 millions de femmes en Afghanistan qui sont en train de mourir dans leur chambre. C'est sûr que les féministes françaises qui pleurnichent sur Gaza et le Proche-Orient vont pas s'intéresser à ce qui se passe en Afghanistan, mais ça c'est un autre sujet. Et après on parlera de Hezbollah. On continue, on enchaîne sur la situation. Azadeh justement. Azadeh, je mets une autre carte pour qu'on comprenne avec vous. Voilà, c'est une carte publiée par la revue de défense nationale. Le rôle de l'Iran. Vous êtes iranienne, justement, je le disais, elle a disparu, mais elle va revenir. La voici. Parce que derrière le Hamas, il y a un financement et un armement par l'Iran. Le Hezbollah, dont je parlais, dont on reparlera probablement également, c'est l'Iran. Il y a également l'entrée en scène des Houthis dans le sud du Yémen et qui a perturbé aussi, qui a envoyé quelques armements sur Israël sans faire trop de dégâts, mais ça a surtout perturbé le trafic maritime en mer Rouge dans le détroit de Bab el-Mandeb. Et puis également, voilà ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire un peu des mouvements soutenus par l'Iran qu'on trouve également en Syrie et en Irak. Racontez-nous le rôle de l'Iran, comment est-ce que l'Iran, quelque part, tire un peu les ficelles dans cette région ? Et pourquoi ? Tout d'abord, bonjour, merci de l'invitation, ravi d'être là. Avant de répondre à votre question, je voudrais vous prier de ne pas taper sur les féministes françaises, parce qu'elles sont là quand on les mobilise, quand on les... Voilà. Enfin, on a entendu hier, on a fait une conférence, les féministes, elles ont des causes à géométrie variable, clairement aussi. Voilà, pardon. Bon, en tout cas, comme tout le monde, il n'y a pas que les féministes qui ont des intérêts. Voilà. Bon, pour répondre à votre question, effectivement, l'Iran, le régime islamique d'Iran, après la révolution de 1979, a créé le Hezbollah libanais en 1982, suite à la guerre israélienne contre le Liban, contre le sud Liban. On a tendance à oublier le massacre de Sabra et Shatila à l'époque. Donc l'Iran a financé et a soutenu et continue à soutenir le Hezbollah libanais, qui est devenu en fait le bras armé des politiques du régime islamique d'Iran au Liban. Ensuite, moi, je dirais le Hamas, parce que le Hamas, déjà, c'est un mouvement de frères musulmans sunnites qui était soutenu par l'Iran et armé par l'Iran, mais également le Qatar. Lorsque, en 2011, l'Iran a soutenu le régime de Bachar al-Assad, qui a massacré son opposition, donc de frères musulmans, entre autres, le Hamas a rompu avec l'Iran jusqu'en 2017. Donc, ce que je veux dire, c'est que le soutien de l'Iran pour le Hamas est moindre par rapport au soutien de l'Iran pour le Hezbollah libanais. D'un autre côté, effectivement, plus récemment, le soutien de l'Iran aussi pour les Houthis de Yémen, mais les Houthis de Yémen n'ont pas pour, disons, leader spirituel le guide islamique d'Iran, mais le Hezbollah libanais. Raison pour laquelle l'assassinat de Cheikh Nasrallah, le leader de Hezbollah libanais, qui a été le père spirituel des Houthis de Yémen, a été très mal vécu par les Houthis, il faut le savoir. Par ailleurs, selon leur propre dire, les Houthis sont partout au Yémen, pas seulement dans une localité spécifique. Mais en tout cas, effectivement, l'Iran les soutient. À cela s'ajoutent bien évidemment les groupes de Hashd al-Sha'bi et autres en Irak, qui sont aussi les bras armés du régime islamique d'Iran. On constate que, et c'est là que il faut qu'on fasse attention aussi à l'importance de facteurs internes et son impact sur le facteur extérieur et la politique régionale de l'Iran. Lorsqu'on a, par exemple, comme à maintes reprises, la fragilisation du régime islamique d'Iran, ce qui est le cas aujourd'hui. Il ne faut pas savoir, ce régime a perdu son légitimité. À cause de quoi, Azadeh ? Alors, 2009, un grand mouvement, mais qui voulait les réformes,
appelé le mouvement vert. J'en parle d'ailleurs dans l'un de mes livres qui est en vente, un peu de pub aussi. En particulier à partir de 2018, où les classes populaires qui jusque-là soutenaient le régime islamique d'Iran, eh bien, ont commencé à prendre les rues pour manifester, pour protester, pas seulement pour des raisons économiques et sociales, mais également politiques. 1500 de ces jeunes gens ont été tués en 2018-19 et bien évidemment ça a continué avec cette fois-ci le mouvement Fin Vie Liberté où des dizaines voire des centaines de milliers de jeunes un peu partout en Iran, y compris des minorités ethniques et religieuses, sunnites en particulier, ont pris les rues pour manifester contre le régime. La société iranienne a fait le bilan de l'islam politique pour le dépasser. C'est ça l'enjeu principal actuel. L'avenir, pour moi, malgré la période très douloureuse qu'on est en train de traverser, pour moi, l'avenir de l'Iran, en tout cas au regard des Iraniens, est un avenir que je voudrais être radieux, parce que les Iraniens ne sont pas belliqueux. La majorité de la population est contre, il faut le savoir, contre les interventions, contre les ingérences de ce régime dans la région. Et ils le disent à maintes reprises au prix de se faire tuer. Qu'est-ce que vous faites à Gaza? Qu'est-ce que vous faites en Irak? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez à soutenir la Houthi de Yémen? Mais justement, avant qu'on s'interroge sur la suite, pourquoi l'Iran, justement, envoie tous ces mouvements, tous ces satellites, quelque part, s'attaquer, s'en prendre à Israël? Parce que le problème entre le régime islamique d'Iran et Israël n'est pas un problème politique, mais idéologique. Donc, raison pour laquelle, dès le départ, après la Révolution, l'ennemi principal du régime islamique d'Iran est Israël, et ça pour des raisons idéologiques. S'il y avait des raisons politiques, on aurait pu discuter, dialoguer, etc., essayer, par exemple, de parvenir à des accords. Mais encore aujourd'hui, ils disent on veut négocier avec les États-Unis, on va continuer à négocier avec Trump, mais jamais avec Israël. Donc, vous voyez bien que le problème est idéologique. Ils veulent la mort d'Israël. L'Iran. Comment ? L'Iran veut la mort d'Israël. L'Iran, en tout cas, l'Iran, non, s'il vous plaît, le régime islamique d'Iran. Non, mais j'entends bien, celui qui est au pouvoir depuis 1979, bien sûr. Oui, je ne globalise pas tous les Iraniens et les Iraniennes comme je dois vous. dire le régime des Mollahs veut la mort d'Israël. Le régime des Mollahs, qui n'est pas d'ailleurs unanime, et de plus en plus, on voit des divergences au sein même de ce régime, y compris actuellement avec l'élection de Trump. Il y en a qui disent qu'il faut qu'on négocie avec Trump et il faut effectivement arrêter d'attaquer Israël. On ne veut pas de guerre, on ne veut pas de destruction. Et d'un autre côté, vous avez encore notamment un certain nombre de gardiens de la révolution, mais des ultra-conservateurs également, qui souhaitent que l'Iran monte ses muscles et donc prônent les attaques contre Israël. Alors je voudrais aussi dire, il s'est passé quelque chose par rapport au groupe de soutien de l'Iran, appelé aussi des proxys, c'est que jusqu'en avril 2024, l'Iran n'intervenait pas, le régime islamique n'intervenait pas directement contre Israël, mais le faisait à travers ces groupes de proxy. Mais à partir d'avril 2024, lorsque le consulat iranien à Damas a été attaqué par Israël, tuant un certain nombre de hauts gradés des gardiens de la révolution, eh bien, ils ont commencé à intervenir directement en envoyant plus de 200 missiles, si ma mémoire est bonne, sur Israël, tout en bien sûr informant les voisins de l'Iran, y compris d'ailleurs indirectement les États-Unis, ce qui a fait que, heureusement, ces missiles n'ont pas laissé beaucoup de dégâts. Les Israéliens ont aussi riposté sans beaucoup de dégâts, tout ça. Et on pensait que ça allait s'arrêter là. Non, parce que le 2 octobre, après l'assassinat de Haniyeh à Téhéran, non pas Israël, mais par les agents iraniens d'Israël, il faut le dire, en Iran, les espions israéliens qui sont très bien implantés au sein de tous les services de renseignement iraniens, de tous les gardiens de la révolution, etc. On assassine Haniyeh, le leader de Hamas, le leader politique de Hamas, et par la suite, avec l'assassinat de Sheikh Nasrallah, au Liban, ils ont cette fois-ci ils ont sorti leur arsenal
sérieux, c'est-à-dire des missiles hypersoniques, etc. Et visiblement, ils ont causé pas mal de dégâts en Israël. Les Israéliens ont riposté. Maintenant, on en est là. Avec Trump, avec l'élection de Trump, ça peut aller dans les deux sens. C'est ça que je veux dire. On verra ça. Juste, parce qu'on a vu les grands acteurs, l'Iran, Israël. Un mot très court, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite avait commencé à se rapprocher d'Israël juste avant les massacres commis par le Hamas. Alors oui, rappelons qu'il y a eu les accords d'Abraham qui ont été signés en 2020 sous l'impulsion de Trump. Ces accords d'Abraham visaient à ce que les pays de la région, en particulier les pays du Golfe, normalisent les relations avec Israël. Et dans ces accords d'Abraham, eh bien, il y a les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc qui ont normalisé les relations. L'important pour Israël, c'était la normalisation avec l'Arabie saoudite, qui est la puissance régionale. Et donc, les Émirats et Bahreïn, c'était un peu, on lance pour voir un peu comment ça réagit. L'objectif étant d'arriver à une négociation avec l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite était prudente dans cette normalisation, puisqu'il y a une opinion publique en Arabie saoudite, à la différence des Émirats ou Bahreïn, où la population locale est tellement peu importante qu'elle ne réagit pas. En Arabie, il y a quand même encore un sentiment important vis-à-vis de la cause palestinienne. Et en particulier de la part du roi Salman. On parle beaucoup de son fils, le prince héritier, mais le roi Salman est encore là. Et on dit, alors vrai ou pas, peu importe, que tant que le roi Salman aurait dit à son fils, tant que moi je suis vivant, il n'est pas question de normaliser si on n'obtient pas des concessions pour les Palestiniens. Parce que la caractéristique des accords d'Abraham, c'est qu'il n'y avait aucune clause concernant la question palestinienne. Et ce qui a été un des éléments d'ailleurs de la volonté du Hamas de remettre la question palestinienne sur le devant de la scène, puisque au lendemain de la signature de ces accords d'Abraham, il n'y a eu aucune mobilisation dans le monde arabe contre ces accords, ce qui a laissé penser à l'ensemble des acteurs régionaux et internationaux, les Israéliens, les Américains et les autres pays arabes, que finalement cette cause palestinienne, elle n'existait plus, que plus personne ne voulait s'y intéresser et qu'on pouvait finalement la faire disparaître à travers ces accords d'Abraham. Et moi, je considère que ce qui s'est passé le 7 octobre, ces horribles massacres, sont aussi une des conséquences de ces accords d'Abraham, parce que cette question palestinienne, on a eu tendance à vouloir la mettre complètement de côté et à considérer qu'en apportant un bien-être économique, on pouvait faire fi de la revendication nationaliste palestinienne. Alors la suite maintenant, Ofer Bronstein, vous avez remis un rapport donc, au président de la République. C'est quoi la suite? L'après 7 octobre, comment est-ce qu'on trouve enfin une solution? Ça passe par quoi? La libération des otages, un cessez-le-feu, qui autour de la table? Qui pour représenter les Palestiniens? Est-ce que c'est quelqu'un du Hamas? Est-ce que c'est encore les vieux kakoshim un peu corrompus de l'autorité palestinienne, les héritiers de Arafat, Mahmoud Abbas? Qui pour représenter Israël? Est-ce que c'est Netanyahou? Voilà, qu'est-ce que vous nous dites, Ofer Bronstein? C'est dommage, on a vraiment très peu de temps pour développer les sujets. C'est vrai, mais qui vraiment, sont voilà. Mais je vais essayer d'être télégraphique, parce que j'ai dit tout à l'heure que je pensais qu'il fallait dépoussiérer l'OTAN, qu'il fallait abolir l'UNRWA, sans expliquer pourquoi. L'UNRWA, comme l'a dit très bien Agnès, a été créée en 1949 et c'est la seule agence onusienne qui s'occupe uniquement des réfugiés palestiniens. Il y en a une autre qui s'occupe de tout le reste des réfugiés. Alors, non, enchaînez sur la suite. On va pas refaire si l'UNRWA est vertueuse ou pas. Non. La suite. C'est pas que je ne suis. Ce que je veux expliquer, c'est que je suis de ceux qui pensent qu'un État palestinien doit naître hier, pas aujourd'hui, pas demain. Il aurait dû déjà exister. Que Israël et la communauté internationale doivent le reconnaître. Je l'ai dit clairement, publiquement, et c'est écrit dans le rapport que j'ai remis au président Macron, que la France doit reconnaître un État palestinien, même sans les négociations. Jusqu'à maintenant, on disait ils vont négocier. Au bout des négociations, il y aura la création d'un État palestinien, etc., etc., etc. Moi, je dis aujourd'hui non. Reconnaissons un État palestinien. Ensuite, ils négocieront les détails. Par rapport à l'UNRWA et aux réfugiés, je pense que c'est de l'État palestinien qu'il incombe de régler le problème des réfugiés et pas d'une agence onusienne. On considère encore aujourd'hui toutes les organisations internationales comme des mendiants, comme des pauvres. Vous savez combien d'agences internationales s'occupent du problème palestinien? Vous savez combien d'envoyés spéciaux il y a pour le conflit israélo-palestinien? Est-ce que quelqu'un dans la salle, un seul, est capable de me dire quel est le nom
de l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le conflit israélo-palestinien? Dites-le nous. Il y en a un. Et il nous coûte à peu près 2,5 millions à nous, contribuables européens. Il nous coûte à peu près 2,5 millions d'euros par an. Ofer Bronstein, la suite, c'est quoi votre rapport? C'est quoi les deux États, ça fait partie, le cessez-le-feu, les otages? Allez, il faut qu'on avance. Ça fait partie de oui, mon mais rapport. là encore, on va pas refaire le procès de l'ONU. Hein. Ce qui a existé ne peut plus exister. Si on continue, vous savez, quand on fait la même chose 2 fois en espérant des résultats différents, c'est qu'on est des idiots. Je vais vous dire, mon rapport, c'est un rapport de 200 pages. Vous voulez que je vous le fasse télégraphique? En 2 minutes. En 2 minutes. Oui. Pour qu'Agnès parle et Azadeh aussi. Il y a un résumé de 20 propositions. Une partie, d'ailleurs, va de pair avec ce qui a été dit dans le débat précédent. La catastrophe de Gaza va se terminer. La guerre à Gaza va se terminer. Il va falloir reconstruire Gaza. La première chose qui est dans notre rapport, c'est Gaza d'abord. Il va falloir reconstruire Gaza. Et j'espère que des gens comme ceux qui ont participé au panel précédent vont prendre part à cette reconstruction, parce qu'il ne faut absolument pas que Gaza soit reconstruite de la même façon sur ses ruines. Gaza a un potentiel extraordinaire. Elle est au bord de la mer, elle a une frontière avec Israël, elle a une frontière avec l'Égypte, et dans la mer, en face de Gaza, il y a des gisements de pétrole et de gaz que les Gazaouis et les Palestiniens devraient utiliser. Ce serait une manne financière très importante qui, jusqu'à maintenant, n'a pas été exploitée. Avant d'en arriver là... Là, je vous ai dit ma première recommandation. Ouais. Vous voulez les 20 ? Bah non. Ah ben voilà c'est ça le problème. J'aimerais bien qu'on comprenne comment, à un moment, Israéliens et Gazaouis vont se partager le gaz si je vais dire quelque chose pour résumer les 20, parce qu'encore une fois, on n'a pas le temps et c'est dommage, et c'est télégraphique. Les ennemis principaux des Israéliens et des Palestiniens, et à mon avis des autres conflits dans la région, ce sont la pauvreté et l'ignorance. Et ça, on peut le combattre. Le Hamas ne sera pas détruit par les armes. Le Hezbollah ne sera pas détruit par des armes, parce que ce sont aussi des idéologies. Par contre, si le bien-être des Palestiniens sera ce qu'il doit être, vous savez, le PIB en Israël est de 50 000 $ par an. Le PIB en Cisjordanie est de 2 300 $ par an. Et le PIB à Gaza avant la guerre était d'à peu près 800 $ par an. Aujourd'hui, il ne correspond à rien. Une cigarette coûte 20 $. Pour que vous compreniez la situation. Ouais. Si on investit dans l'économie, si on investit dans l'éducation, si on investit dans la dignité, dans la liberté des Palestiniens, et aussi, si tous les pays arabes et musulmans, et l'Iran était un des premiers d'ailleurs, reconnaissent l'État d'Israël, je pense qu'on pourra vivre dans la région. Les Israéliens, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, sentent tous les jours que leur existence même est remise en question. Il n'y a aucun État dans le monde où son existence même est remise en question, et c'est pour ça que parfois ils réagissent de la façon. Je serai le dernier à défendre le gouvernement actuel de M. Netanyahou, qui est composé de gens qui sont fascisants, messianiques, d'extrême droite, dangereux pour Israël, dangereux pour les Juifs et certainement dangereux pour la région, malheureusement. Et encore une chose pour le Hezbollah. Je voudrais dire, le Hezbollah a attaqué Israël il y a 1 an. C'est lui qui a pris l'initiative d'attaquer Israël en solidarité avec le Hamas de Gaza. Ce que beaucoup de mes amis, soi-disant militants pour la paix, oublient de dire, que le même Hezbollah, il y a 4 ans, 5 ans, est allé faire la guerre avec le fou furieux, le sanguinaire Bachar el-Assad en Syrie, et ont massacré des Palestiniens dans le camp de réfugiés de Yarmouk. Le Hezbollah a massacré des Palestiniens. Il faut le dire. On ne va pas refaire l'histoire. Je veux absolument qu'on se projette dans le futur. Désolé d'avoir insisté 3 fois. Vous ne m'avez pas répondu. Pas grave. Agnès Levallois, la suite avant qu'on parle de culture, d'économie, de partage de richesses. C'est quoi le scénario ? Une reconnaissance mutuelle. On libère les otages. Enfin, on libère. Le Hamas libère les otages. Il y a un cessez-le-feu. C'est quoi ? Et qui se met autour de la table ? La première chose, évidemment, c'est la libération des otages retenus par le Hamas. Ça, je pense qu'il n'y aura rien de possible en dehors de cela.
Et donc ça passe par une négociation pour un cessez-le-feu, puisque le cessez-le-feu permettra la libération des otages. Je pense que tant que les bombardements continuent sur Gaza, ça ne permet pas la négociation pour la libération des otages. Donc ça me paraît être ça la priorité. Mais on voit bien que Netanyahou n'a pas très envie de mettre en place cette stratégie de libération des otages, puisque là, il y a eu un dogme qui a été rompu depuis le 7 octobre 2023. C'est que jusque-là, pour Israël, tous les moyens devaient être mobilisés pour libérer des otages israéliens lorsqu'ils étaient pris. Et on l'a vu dans toutes les années précédentes. Et pour la première fois, cette question des otages est passée en deuxième plan, ce qui suscite d'ailleurs une réaction au sein même de la société israélienne qui remet une partie d'entre elles, en tous les cas, ce choix qui est fait. Donc, à mon avis, la situation est bloquée tant qu'il n'y a pas de vraie négociation pour un cessez-le-feu qui permet la libération des otages contre des prisonniers palestiniens, puisque c'était ça le deal, si je puis dire. Et c'est aussi pour ça, même si on peut évidemment condamner ce qui s'est passé, comme je le fais de la façon la plus ferme, l'idée du Hamas, en prenant des otages israéliens, c'était de pouvoir négocier la libération de prisonniers palestiniens. Donc cet élément est encore là, sur la table, même si le Hamas est tellement affaibli aujourd'hui, tous les responsables du Hamas ont été tués, ce qui ne veut pas dire que le Hamas disparaît, parce qu'on ne fait pas disparaître une idéologie. Ce que disait Ofer. Ce que dit Ofer, évidemment, je le partage à 300%. Mais c'est vrai que cette question de la libération des prisonniers palestiniens est une question importante pour le Hamas, qui lui permet d'avoir une certaine légitimité politique, que l'on peut nous contester parce que ça ne nous convient pas, bien évidemment, mais c'est une réalité sur le terrain. Donc la question après qui se pose, c'est le problème des leaderships de deux côtés, palestiniens et israéliens. Je rappelle juste cette image à chaque fois. Les accords d'Oslo de 1993, vous aviez Rabin d'un côté, Arafat de l'autre. 30 ans plus tard, vous avez les assassins de Rabin au pouvoir et vous avez le Hamas qui ont tout fait pour casser les accords d'Oslo au pouvoir côté palestinien. Donc tant qu'on est dans cette logique avec côté israélien, l'extrême droite, les colons, et côté palestinien, le Hamas et les mouvements qui risquent de devenir encore plus radicaux, il n'y aura rien de possible. Donc comment faire en sorte d'avoir des changements politiques? Alors ça, c'est moi, je suis la plus mal placée pour en parler parce que je suis ni israélienne ni palestinienne, mais il faut un changement politique des deux côtés, une autorité palestinienne qui n'a plus aucune légitimité, un Hamas qui a retrouvé des couleurs en Cisjordanie, alors que normalement le Hamas dirigeait la bande de Gaza, mais n'avait pas tellement de soutien en Cisjordanie, mais qui en a acquis, parce que lors de la première trêve en novembre et le premier échange de prisonniers, d'otages et de prisonniers, le Hamas a obtenu la libération de certains prisonniers palestiniens. Donc ça fait monter sa cote, si je puis dire, tout simplement. Donc la vraie question, c'est qui on met dans les négociations le jour où des négociations vont venir. Et ce dont je suis persuadée, c'est qu'aujourd'hui, en raison de la radicalisation des deux côtés, politique, j'entends, eh bien, sans une aide extérieure, ça ne pourra pas venir des deux acteurs, israéliens et palestiniens. Que toute la question maintenant qui se pose, c'est que va faire Trump. Voilà, je ne suis pas sûre que ce soit le mieux placé. Et y compris vis-à-vis de l'Iran, Azadeh. Voilà, et ça, on va laisser Azadeh en parler. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure personne, parce que Trump a quand même une vision de la question au Proche-Orient qui est quand même unilatérale, qui est de satisfaire toutes les exigences israéliennes sans entendre la revendication nationaliste palestinienne. Et je pense qu'il n'y aura pas de paix et de sécurité pour Israël sans une sécurité pour les Palestiniens. Donc, une reconnaissance de la revendication nationaliste palestinienne. Azadeh Khan, Trump, que va faire Trump, justement? Et puis, question aussi, avec une réponse très rapide, avant qu'on vous donne la parole, bien sûr. C'est quel avenir pour le régime des Mollahs? Parce que vous nous l'avez dit, il y a une pression interne de plus en plus forte, bien sûr. Et on voit ces images régulièrement, avec ces héroïnes régulièrement. Voilà. Tout à fait. Alors, que va faire Trump? Je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est que quand il était, lors de son premier mandat, il n'a déclenché aucune guerre. Trump, c'est quelqu'un qui visiblement adore faire des deals. La raison principale de sa sortie de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, l'accord international sur la guerre sur le nucléaire iranien, c'était qu'il voulait lui-même refaire un accord. Et donc, ce qui gêne beaucoup Trump par rapport à l'Iran aujourd'hui, ce n'est pas le régime. Il l'a déjà dit à maintes reprises pendant la campagne électorale, c'est le nucléaire iranien. Raison pour laquelle, si le régime islamique d'Iran est rationnel, ils doivent assez rapidement
entrer en négociation avec la future administration Trump. D'ailleurs, je l'ai dit l'autre jour, on avait aussi une autre table ronde et tout le monde s'est moqué de moi en disant bah, malheureusement, tu n'es pas diplomate. Et le lendemain, il y a un diplomate iranien en Iran qui a proposé que le président iranien félicite Trump de sa victoire électorale. Et vous voyez bien qu'il y a côté diplomate iranien ou côté, si vous voulez, il y a quand même aussi une volonté de dire il faut qu'on puisse s'entendre avec Trump pour éviter une guerre. S'il y a une réelle guerre entre Iran et Israël, pour l'instant, il n'y a pas eu de guerre. Voilà. Et bien évidemment, les États-Unis, que ce soit de Biden ou de Trump, vont prendre position pour Israël et l'Iran n'a absolument aucun moyen de faire face, donc l'Iran sera détruit. Donc, il faut faire quelque chose. Pour le moment, je pense que les cartes n'ont pas encore été jouées. Cela dépend de la volonté de Netanyahou d'envoyer à nouveau des missiles vers l'Iran ou non, et la riposte, etc. Donc ça, je n'en sais rien, j'espère que non. Ce que je sais, c'est que le régime islamique d'Iran, dès le départ, a survécu grâce aux tensions que lui-même a créées. Mais les tensions, pas la guerre, et les tensions contrôlées, attention. Et au fur et à mesure qu'ils se sont fragilisés à l'intérieur, d'ailleurs, ce n'est plus le régime des mollahs, ce sont des gardiens de la révolution qui contrôlent le pays. Les mollahs n'ont pas réellement beaucoup de choses à dire. Après l'élection de Trump, on n'a pas encore entendu M. Khamenei, le guide, il ne s'est pas encore prononcé, alors que les chefs des gardiens de la révolution et les autres se sont prononcés. Pour vous dire qui gère l'Iran, qui dirige l'Iran, c'est des gardiens de la révolution d'un côté, et de l'autre, Pezeshkian, le nouveau président, et ces diplomates qui essayent de raisonner et de dire qu'il faut éviter à tout prix la guerre. Donc je pense qu'arriver effectivement à une paix un jour entre les Israéliens et les Palestiniens passera aussi, d'une façon ou d'une autre, par l'Iran. Il faut que l'opinion publique internationale aussi soutienne la population iranienne pour pouvoir fragiliser davantage le régime, mais pas à travers le bombardement. Les bombes n'ont jamais emmené la démocratie nulle part. On est dans une région, on a l'Irak, on a l'Afghanistan, on a la Libye, on a la Syrie, etc. Ça renforce bien sûr les ultras. Question courte à chaque fois dans la salle. Question, alors, allons-y, dépêchons-nous. Alors, monsieur. Bonjour ou rebonjour. Pour ouvrir un peu les perspectives sur l'Europe, je voudrais avoir votre éclairage sur des propos qui sont tenus par le directeur de l'école islamique de Téhéran. Je vous avoue que je n'ai pas retenu son nom. Il tient à peu près ses propos, je vais essayer de les respecter. Si Israël tombe, l'Occident tombera. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu là-dessus ? Agnès ou Azadeh. Allez, Azadeh. Très rapidement, parce que selon les ultra-conservateurs, c'est le cas de cette personne, Israël est représentante de l'Europe, c'est-à-dire de l'Occident, au-delà de l'Europe, de l'Occident au Moyen-Orient. Voilà, mais... Pardon, mais voilà, il est lui-même responsable de ce qu'il a dit. Ça n'est pas nécessairement partagé. La preuve en est que pour les conservateurs iraniens, les ultra-iraniens, comme je l'ai expliqué, il s'agit d'une question idéologique avec Israël parce qu'eux, ils pensent que les lieux saints de l'islam sont occupés par Israël. En fait, ça passe par là. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'en 1982, pendant la guerre Iran-Irak, l'ayatollah Khomeini, alors le leader iranien, parce que Saddam Hussein avait proposé un cessez-le-feu, vu qu'il n'avait pas pu vaincre l'Iran, et l'ayatollah Khomeini avait dit non, on va aller occuper Jérusalem et ça passe par Bagdad. D'ailleurs, les missiles, aujourd'hui, alors c'est intéressant parce que les missiles iraniens et israéliens passent par Bagdad pour atteindre Israël et Téhéran. Voilà, mais de façon plutôt symbolique. Là-bas au fond, s'il vous plaît. Alors, je ne vois pas, c'est un monsieur. Allez-y, monsieur. Oui. Bonsoir. Madame Levallois, les mots ont un sens. Quand vous dites que le gouvernement israélien est un gouvernement d'extrême droite, c'est factuellement faux. Le Likoud est un parti de droite. Il y a effectivement 2 ministres d'extrême droite qui sont dangereux, qu'on peut qualifier de... Quelle est votre question alors, monsieur ? Alors, autre question. Merci. Ça, c'était une mise au point. Est-ce que les pays occidentaux ne sont pas un peu hypocrites ? Israël combat le terrorisme,
nous avons été victimes, les Européens, et notamment la France, a été victime du terrorisme. Et il est de bon ton de critiquer l'armée israélienne qui combat le terrorisme. Et ce n'est pas facile de combattre le terrorisme. Et j'ajoute que lutter contre les terroristes, c'est forcément bombarder les civils, puisque le Hamas se sert de la population civile justement pour se protéger. Alors, juste un mot, un il mot. n'y a pas trop de questions, mais bon. Juste un mot, si je parle de gouvernement J'aurais des questions, s'il vous plaît, vos avis, tout ça, c'est très bien, mais ce qui m'intéresse, si c'est je les parle de questions. gouvernement d'extrême droite, c'est parce que les ministres d'extrême droite permettent à cette coalition de se maintenir en place. Voilà, c'était juste une petite précision. Alors, une question, s'il vous plaît. Oui, je voulais juste vous dire que les sionistes d'Israël de début ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Les sionistes d'aujourd'hui sont en proie d'un délire eschatologique de grand Israël, comme Daesh. Bon. Et ils parlent de Amalek pour les Palestiniens, de animaux humains, etc., etc. Donc, il ne faut pas nous raconter des histoires. Il y a malheureusement... Madame, c'est bon, on ne va pas faire un débat. Non, merci. Non, c'est bon, vous avez passé votre tour. Qui a une question à poser, s'il vous plaît, à nos experts? Non, je suis désolé. Non, je suis désolé, je veux des questions, on a nos spécialistes. Je ne veux pas d'affirmation, on n'est pas là pour faire un débat ici. Non, je suis désolé. Allez, une question. Ouais. Madame, allez, Manuela Gautran, Manuel Gautran, on va vous passer le micro et après, voilà. Je suis désolé, je vous demande des questions. Oui. Moi, j'ai une vraie question. Alors, parce super. que je voudrais croire au futur. Je m'adresse à Ofer, qui a répondu quand même sur la question comment on sort de cette situation. Et vous avez dit quelque chose qui m'intrigue, que j'aimerais que vous développiez, qu'il fallait d'abord reconnaître l'État palestinien et ensuite on négocierait. Disons, on verrait les détails après. Comment si vous pouvez développer ça. Ofer, Bronstein. Oui. Quand l'État d'Israël a été créé par David Ben-Gurion en 1948, il n'avait pas défini à ce jour. Vous savez qu'une des singularités d'Israël, c'est qu'à ce jour, Israël n'a pas défini ses frontières. Officiellement. La Cisjordanie, ce n'est pas Israël. Israël a annexé Jérusalem-Est, 18 villages palestiniens, ou 19 à Jérusalem-Est. Elle a annexé le plateau du Golan, mais elle n'a jamais annexé un seul millimètre de la Cisjordanie, sachant que ça sera à négocier. Les paramètres d'une solution israélo-palestinienne sont connus. Il n'y a plus rien à inventer. On sait que 90, 15, 16% du territoire de Cisjordanie va faire partie de l'État palestinien. 80% des colonies se trouvent sur 4% du territoire. Donc l'idée qu'aujourd'hui véhicule l'ex-premier ministre israélien Ehud Olmert et l'ex-ministre des Affaires étrangères palestinien Nasser El-Kidwa, que j'ai invité à venir mais qui n'est pas encore arrivé, qui est un bon ami, et ils le font en pleine guerre. Un responsable israélien et un responsable palestinien ont signé un accord il y a quelques semaines. Ils étaient reçus il y a quelques jours à Paris, et ils vont être au Forum de Paris la semaine prochaine, où les paramètres d'une solution sont connus. Jérusalem-Est sera la capitale du futur État palestinien. Jérusalem-Ouest sera celle de l'État d'Israël. Tout le monde parle de Jérusalem en pensant aux lieux saints. Les lieux saints, ce n'est même pas 1 km². C'est 0,9 km². Les lieux saints peuvent être gérés d'une façon internationale, à la façon du Vatican, à la façon de Monaco, avec quelques pays qui ont des intérêts sur la vieille ville de Jérusalem, les Jordaniens, les Palestiniens, les Israéliens, peut-être les Saoudiens, les Marocains, les Européens. Ça peut devenir quelque chose d'international. Peut-être que le quartier général d'une grande organisation internationale peut y siéger pour lui donner justement ce rayonnement cosmopolite. Il n'y a rien à inventer. Ce qu'il faut, c'est du courage politique et de la détermination politique de la part de la communauté internationale. Je voulais sur les accords d'Abraham, vous pouvez vous imaginer, mon épouse est américaine, mais pas moi, on n'a pas voté pour Donald Trump. Par contre, dans les accords d'Abraham, il est stipulé que la solution est la création de l'État palestinien. Il est stipulé que Jérusalem-Est sera la capitale de l'État palestinien. Je ne suis pas persuadé, contrairement à certains, que Donald Trump va être
l'ami de l'extrême droite israélienne. Je ne le crois pas. C'est un businessman. Il sait combien ça lui coûte de soutenir l'État d'Israël. Il va demander des comptes. Et encore un chiffre, et je terminerai là, Fabrice. L'Union européenne, ces 25 dernières années, a donné 50 milliards d'euros à l'autorité palestinienne. Est-ce que nous, contribuables européens, n'avons pas le droit de demander où sont allés ces 50 milliards d'euros? Je ne dis pas qu'ils ont été volés. Je ne dis pas qu'ils sont rentrés dans les poches de qui que ce soit. Ce que je sais, c'est qu'ils ont été gaspillés, que nous n'avons pas notre mot à dire. L'Europe est le principal marché économique d'Israël et je veux qu'il le reste. L'Europe est le principal donateur des Palestiniens et je veux qu'il le reste. Mais étant le principal donateur et principal contributeur, il doit avoir son mot à dire. Et mon rapport va dans ce sens-là. La France, qui est acceptée par les uns, qui est acceptée par les autres, qui a un jeu à jouer au Liban, peut être le moteur de l'Europe pour une solution au Proche-Orient. J'en suis persuadé. Monsieur, la dernière question, s'il vous plaît. Comme ça a été dit, donc compte tenu des extrémistes en place, la création d'un État palestinien et la paix ne sont pas pour demain. Ma question est, quelle est à votre avis la position de Netanyahou sur Gaza? S'agit-il d'en faire, comme en Cisjordanie, un territoire sous contrôle policier, enfin de l'armée d'Israël, avec simplement des Palestiniens qui sont là, comme ceux de Cisjordanie, à la merci éventuellement de colons à venir? Allez, Agnès, ça sera à vous. Je ne crois pas que Netanyahou souhaite recoloniser la bande de Gaza. Ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est une zone de sécurité au nord de Gaza pour assurer la sécurité d'Israël et donc de faire en sorte qu'il y ait, d'après ce qu'on voit, 15 à 16% de ce territoire au nord qui soit sous contrôle israélien pour permettre la sécurité et les Palestiniens, donc, qui aillent vers le sud et donc de vider le nord de la bande de Gaza de sa population, mais pour qu'elle aille, cette population, vers le sud. Ça, il semblerait que ce soit plus dans l'idée de Netanyahou, mais l'idée selon laquelle certains, qu'ils veuillent recoloniser, ça, je n'y crois pas. C'est le cas de certains de ses ministres, mais je ne crois pas que ce soit un plan israélien de la part de Netanyahou. Et combien de temps restera-t-il au pouvoir? Ça, on ne sait pas encore. Ça, parce c'est que l'autre inconnu. La démocratie israélienne fonctionne en telle que... Depuis la guerre au Liban, en tous les cas, il a retrouvé des couleurs et qu'il a une partie de la population beaucoup plus grande qui le soutient parce qu'elle est favorable à cette guerre au Liban. Pour assurer la sécurité de la population au nord d'Israël. Voilà. Bien sûr qu'il y a des élections en Israël. Agnès Levallois, le livre noir de Gaza, merci à vous Zadékian, Femmes et pouvoir en islam ou l'Iran, un mouvement sans révolution, c'est là-bas, c'est grande dédicace peut-être, si ça vous intéresse. Merci, Ofer Bronstein. Et on va poursuivre la réflexion dans un instant. Oui, on les applaudit. On va poursuivre la réflexion dans un instant avec... Nicolas Bouzou qui reçoit Marek Alter ici en conversation justement pour prolonger ce débat autour de la paix.